de financeurs, mais aussi de partenaires. En anglais, on dirait « We're not just a payer, we're also a player ». On n'est pas juste là pour payer, on est aussi là pour jouer ensemble, c'est-à-dire de travailler en partenariat avec vous et avec nos pays partenaires à travers le monde. Mais quand il s'agit des financements, on peut citer le chiffre de 28 milliards d'euros qui sont les crédits qui sont aujourd'hui octroyés à la coopération internationale à travers en 2022. Et ce sont des ressources financières qui soutiennent aussi l'atténuation et l'adaptation dans les pays partenaires afin d'aider à réduire leurs émissions et renforcer leur résilience face à ces effets de changement climatique. En particulier, l'Union européenne travaille avec sa banque, la Banque européenne d'investissement, qui est ici aujourd'hui représentée par son directeur pays, représentant pays Jean-Luc, mon ami Jean-Luc, qui va vous parler tout à l'heure. Mais notre rôle là, c'est de travailler sur les garanties afin de dérisquer, si on peut le dire, d'amoindrir le risque des investissements dans les secteurs que nous estimons prioritaires, conjointement avec nos pays partenaires. Donc, pour dérisquer, ça veut dire donner des garanties, ça veut dire bonifier des prêts, ça veut dire travailler ensemble dans le blending, fournir le mixage d'emprunt, fournir des assistances techniques en amont et pendant pour réaliser des installations, notamment dans la production, par exemple, des énergies renouvelables, quelque chose que nous faisons intensément ici en Tunisie aujourd'hui. Notre travail ensemble en partenariat avec la Tunisie comme avec d'autres pays dans la région repose, comme je dis, sur une division de travail. C'est-à-dire avec nos instruments financiers, on peut dérisquer certains investissements, mais la meilleure façon de dérisquer la situation, c'est de ne pas avoir de risque. Et donc ça part par les réformes nécessaires pour encourager le climat des affaires qui est plus propice aux investissements. Quand on a ce climat, le travail de dérisque devient beaucoup plus facile parce que le risque est plus petit. Donc c'est un travail de partenariat, encore une fois, qui est nécessaire afin d'arriver à des objectifs communs qui sont de réduire l'empreinte carbone de nos différentes sociétés. J'arrête là pour l'instant. Merci peut-être. Donc, comme vous savez, nous avons une stratégie énergétique à l'horizon 2035. Donc, pertinence de cette stratégie à travailler sur un vaste programme ambitieux avec les autorités tunisiennes qui s'appelle Objectif Transition écologique, qui avait le but d'accompagner les réformes nécessaires pour la mise en œuvre de cette stratégie avec un programme d'accompagnement d'appui budgétaire qui permettrait la mise en œuvre et qui faciliterait Monsieur Jean-Luc, une première question. Quels sont selon vous les secteurs qui doivent être soutenus en priorité dans la BEI et les bailleurs de fonds pour aider la Tunisie à atteindre ses objectifs en matière de décarbonation?
Merci, bonjour à tout le monde. Félicitations pour être là ce matin aussitôt. Félicitations aussi aux organisateurs, les deux en particulier, pour cette belle conférence qui a attiré beaucoup de monde hier. Donc très ravi d'être ici avec mes collègues partenaires de l'Atlantique pour discuter du financement de la décarbonation. En fait, vous l'avez dit tout à l'heure, pour atteindre les objectifs de réduction de 45% des émissions de gaz à effet de serre en 2030, on a besoin de 14 milliards de dollars d'investissement. Donc c'est un chiffre absolument considérable, qui donne un petit peu le vertige. 14 milliards de dollars d'investissement en Tunisie dans les 7 ans. C'était 10 ans, mais maintenant il ne nous reste plus que 7 ans. Donc la question qui se pose, avant de se poser la question de savoir où on va trouver ces financements, c'est vers quoi on va flécher ces financements. Chaque pays est différent de ce point de vue-là, et pour certains pays, la meilleure façon d'atteindre la réduction des gaz à effet de serre, ça va être de travailler autour de l'agriculture, par exemple, pour éviter les émissions de méthane. Ça va être de travailler sur la forêt. Donc il y a plusieurs choses. Ici en Tunisie, c'est sûr, c'est le secteur de l'énergie qui va permettre de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. C'est à peu près 75% des émissions sont dues à la production d'énergie dans ce pays. Donc, on se dirige plus vers la politique que vers les autres secteurs. Et à l'intérieur du secteur de l'énergie, il y a plusieurs composantes. Il y a évidemment la production d'électricité à partir de sources renouvelables. Donc on en parle beaucoup, et beaucoup a été fait au cours des derniers mois et des dernières années pour rattraper un petit peu le retard qu'on a connu ici en Tunisie. Et il faut saluer à cette occasion l'action de la nouvelle équipe gouvernementale qui était présente hier, et en particulier du secrétaire d'État Wael Chouchen, de vraiment mettre l'accent sur le lancement des projets de production d'énergie renouvelable. Donc il y a la production, il y a le transport aussi, bien sûr. Il faut renforcer le réseau, et on y travaille avec la STEG et d'autres bailleurs pour renforcer tout le réseau de distribution et de transport d'électricité. Mais quand on regarde de plus près, en fait, la meilleure façon d'atteindre l'objectif de 45% de réduction, c'est de travailler sur les économies d'énergie. C'est vraiment la plus grosse partie qui devrait attirer la majeure partie des financements disponibles. Et en réalité, c'est celle qui attire le moins. L'efficacité énergétique, on en parle beaucoup, mais peu de choses sont faites. Donc moi, si j'avais un message à passer ce matin, c'est qu'en parallèle aux projets de production d'énergie verte qui sont absolument nécessaires et qu'on est bien évidemment prêt à soutenir avec l'ensemble des partenaires, il faut accélérer sur l'efficacité énergétique. Qu'est-ce que c'est l'efficacité énergétique? Ça peut être des choses relativement simples. Ça peut être remplacer l'éclairage public, les ampoules à filament par des ampoules LED. Donc ça, on a fait des études il y a quelques années qui montrent que simplement renouveler l'éclairage public dans les municipalités, ça pourrait conduire à une économie de la facture énergétique de près de 70%. Et ça, ce sont des choses qui sont assez faciles à faire. Changer des ampoules, ce n'est pas le projet le plus complexe. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est excessivement rentable. Donc, si on le fait, en 4 ou 5 années, l'investissement est rentabilisé, et ensuite, il s'agit d'économies nettes d'énergie. Donc moi, encore une fois, mon message ce matin, c'est mettons l'accent, en tout cas en ce qui concerne le fléchage des financements, sur des projets aussi simples que l'éclairage public. Et après, il y a des choses un petit peu plus complexes en matière d'efficacité énergétique. Bien sûr, l'isolation des bâtiments publics. Qu'on parle des écoles, qu'on parle des hôpitaux, qu'on parle des bâtiments publics, ça c'est aussi une source considérable d'économie, et on peut aller jusqu'à la mobilité, etc. Donc pour répondre à votre question sur les secteurs, je dirais que les financements privés pourraient aller à la production d'énergie renouvelable, les financements publics au renforcement du réseau et à l'efficacité énergétique. Merci. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, l'efficacité énergétique renouvelable, en fait, c'est des actions complémentaires. On ne peut pas faire des investissements dans le renouvelable sans penser à réduire la consommation de l'entreprise pour, d'une part, mieux dimensionner l'installation photovoltaïque et, d'autre part, avoir un investissement en CAPEX réduit. Donc, voilà. Donc,
Comme vous savez, pour le financement, le point le plus important, en fait, c'est les conditions de crédit octroyées par le secteur privé. Comme vous savez, nous avons des contraintes comme le problème de taux de couverture sur liste de change qui est actuellement au voisinage de 8%. Donc, comment fait la banque, la BEI, et quels sont les instruments qu'elle dispose actuellement pour faire face à ces problèmes et pour accompagner les entreprises pour le financement de la décarbonation? Alors, quels sont les instruments? Il y en a une multitude, mais peut-être avant de parler de financement, il faut parler de préparation des projets. Parce qu'avant qu'un projet atteigne le stade de la maturité en termes de financement, il y a tout un travail de préparation en amont qui est extrêmement important. Et là encore, les partenaires que nous représentons ici ont un grand rôle à jouer pour ce qu'on appelle l'assistance technique et le conseil pour structurer des projets de décarbonation. Donc ça, c'est un volet qui est très important dans notre activité, que ce soit en Tunisie, mais aussi dans la région. On mobilise avec nos collègues de la délégation et de l'Union européenne des financements considérables pour aider les promoteurs, que ce soit les promoteurs publics ou les promoteurs privés, à mettre en place les financements pour atteindre les objectifs de décarbonation. Je vais vous citer 2 ou 3 exemples. On travaille actuellement avec les collègues de l'Union européenne à la mise en place d'un guide de décarbonation. Donc ce guide de décarbonation, ce sera un guide pratique à destination de toutes les entreprises tunisiennes pour les aider à décarboner leur processus de production et évidemment d'être en mesure d'exporter, de continuer d'exporter vers l'Union européenne sans avoir à supporter la taxe carbone aux frontières. Donc ce guide de décarbonation, il est en train d'être élaboré en coopération avec le ministère de l'Industrie et de l'Énergie et en particulier avec la NME sur financement de l'Union européenne. Il existe déjà au Maroc, c'est quelque chose qu'on a développé avec la Confédération générale des entreprises marocaines qui est accessible sur le site de la CGEM, donc vous pourrez, si ça vous intéresse, aller le voir. L'idée, c'est de développer la même chose, c'est un guide très pratique pour permettre aux entreprises à la fois de trouver des moyens de décarboner et aussi des sources de financement pour les aider à le faire. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément connu parce que la BEI est vue comme un bailleur de fonds, un partenaire financier, mais on assiste aussi nos partenaires ici à préparer les projets et à les accompagner vers la décarbonation. Nous avons également plusieurs initiatives qui visent à effectivement aider la STEG à renforcer son réseau. Nous avons financé récemment avec l'Union européenne et d'autres bailleurs le projet ELMED dont tout le monde a parlé. Ce n'est pas simplement du financement, c'est aussi beaucoup de mobilisation d'assistance technique et d'expertise. Donc il y a vraiment toute cette dimension d'assistance technique et d'expertise qui vient en amont du financement des projets. La BEI gère également un fonds d'un peu plus de 400 millions d'euros sur don de l'Allemagne pour préparer des projets d'hydrogène vert. Donc ça, c'est quelque chose qui va maintenant occuper une place assez importante dans nos activités. Ce fonds doit permettre à des projets privés d'émerger et on va les soutenir à travers des dons pour financer de l'assistance technique ou des subventions dans toute la région, en fait, dans tous les pays non européens. Donc la Tunisie est un bénéficiaire de ce fonds et on est en discussion avec un certain nombre de promoteurs pour pouvoir mobiliser ces financements et les aider à structurer ces projets. Donc ça, c'est le volet un petit peu assistance technique. Je pourrais citer plein d'exemples. Au Maroc, on vient d'allouer 2 millions d'euros pour Amazen, pour le développement de fermes éoliennes offshore. Ça serait la première fois que le pays développe des éoliennes offshore. Donc voilà, la BEI mobilise des financements conséquents pour regarder l'avenir. Et plus classiquement, en ce qui concerne les financements, alors les outils, ils sont les outils traditionnels de financement du secteur public, et la STEC, c'est un bon exemple, du financement des gros projets de PPP ou de concession, comme on le voit ici en Tunisie, mais aussi de soutien aux PME tunisiennes. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. On vient de signer une ligne de crédit assez importante de 170 millions d'euros
qui va être déployé maintenant par le ministère des Finances et la Banque centrale à travers les banques tunisiennes pour pouvoir aider les PME à investir notamment dans ce secteur de la décarbonation et de bénéficier à côté de cette ligne de crédit, et ça c'est très important aussi, de l'assistance technique nécessaire pour mener à bien ces projets. Donc ça, c'est une enveloppe de l'Union européenne de 8 millions d'euros qui va accompagner la ligne de crédit de la BEI et celle de l'AFD pour pouvoir accompagner les promoteurs à mettre en œuvre les projets financés. Très bien, merci. Donc, tout à fait d'accord. L'assistance technique doit accompagner le financement des projets et aussi, il faut penser à voir la possibilité de donner des subventions supplémentaires aux entreprises afin de réduire un peu le taux de sortie client final et être compétitif en termes de projet. Merci bien, Monsieur Jean-Luc Rivero. Donc, on passe maintenant à notre troisième panéliste, Monsieur Jalel Chebchoub. Marhaba bik. Donc, Monsieur Jalel Chebchoub, il est chargé des investissements BAD en Côte d'Ivoire. Il est expert international de haut niveau dans le domaine de l'énergie, avec une vaste expérience dans les secteurs industriels, commercial, résidentiel et public. Et il est expert dans de nombreux domaines liés à l'énergie. Je vais m'arrêter ici parce que je vais rester 5 minutes à parler de votre biographie. Donc, Monsieur Chebchoub, donc, comme vous savez, nos entreprises sont face à des contraintes internationales, citant par exemple la MACF, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, où 6 secteurs vont payer des taxes carbone à l'horizon 2026. Et aussi, il y a des secteurs compétitifs comme le secteur textile qui exporte, le secteur aéronautique, le secteur automobile. Il est aussi face à des contraintes clients qui leur obligent à réduire leur empreinte carbone pour être compétitifs à l'échelle internationale et dans l'export. Donc, d'une façon générale, quel est le rôle du secteur bancaire et des institutions financières internationales dans le financement de la décarbonation? Merci infiniment, Si Mohamed Ali. Bonjour à vous tous. Ça a été indiqué hier que la décarbonation, ce n'est pas question de réduire l'empreinte carbone, mais plutôt de transformer cette opportunité pour avoir un impact positif sur l'économie. Et ça, c'est assez important de comprendre. Donc, il faut prendre cette décarbonation comme une opportunité d'affaires. Et c'est là le rôle, pas uniquement des banques internationales, mais également les banques locales. Ça a été bien indiqué aussi également tout à l'heure, quand vous avez parlé de l'efficacité énergétique. Ça aussi, ça démontre que la décarbonation, ce n'est pas un nouveau sujet d'aujourd'hui. La Tunisie, ça a commencé avec l'efficacité énergétique il y a plusieurs décennies de ça. Ça veut dire que la demande pour la décarbonation était là. Mais sauf que c'est les institutions financières qui n'ont pas peut-être saisi cette opportunité-là pour transformer cette demande en une opportunité d'affaires. Quand on parle de décarbonation, on parle aussi d'efficacité énergétique, donc un meilleur rendement, une meilleure rentabilité, une optimisation des systèmes, une meilleure qualité, une meilleure compétitivité. Donc tout ça, c'est les bénéfices de cette décarbonation et dont il faut prendre en compte ces bénéfices-là dans l'allocation ou plutôt, je peux dire, l'évaluation du risque qui est relié à un financement. Les banques de développement, ils ont compris ça fait longtemps. Et c'est pour ça qu'ils ont essayé d'approcher le secteur privé, où je peux parler des banques locales, pour saisir ces opportunités et développer ces opportunités-là. Donc, ça a été indiqué aussi comme ça a été indiqué pour les instruments. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. Pour ces opportunités sont là. Donc, ce qui est nécessaire surtout, moi je dis, c'est pour les banques locales de changer leur façon de travailler. Hier aussi, ça a été indiqué qu'on a besoin d'un new leadership mindset. Et ça, c'était assez important de voir l'opportunité
dans ses activités et ses demandes pour financement. Donc, il faut essayer d'intégrer les bénéfices de décarbonation ou d'efficacité énergétique ou de ces améliorations-là dans les mécanismes d'allocation du capital, dans la gestion des bilans, les stratégies d'investissement et crédit, et également les structures de portefeuille. Donc, ça nécessite certainement, ça demande des exigences, parce qu'à partir de ces exigences-là, qui sont parfois difficiles à gérer par les banques, comme le rendement plus faible à court terme et les gains à plus long terme. Donc, il y a un défi ici. Cependant, il est assez important de considérer cette durabilité des projets, et si les banques de développement l'ont déjà compris, ils le font déjà presque dans tous les projets. La dimension durabilité, c'est assez importante. Et c'est pour ça, si les banques locaux ils prennent en considération ces aspects-là, certainement, ça va améliorer l'accès au financement pour la réalisation des projets qui permettent de réaliser des économies d'énergie et qui vont avoir un impact assez important. Juste pour vous dire aussi, peut-être lié un petit peu aussi, ça c'est le rôle des institutions financières internationales, il est bien compris, mais c'est quoi le rôle des institutions locales, des financements locaux ou des personnes, ou plutôt des entités qui poussent ou qui drivent un petit peu ce financement. Ils ont un rôle important que, je veux dire, malheureusement, ça a démarré un peu en retard suite à la demande de marché. Et ici, je parle simplement l'implication du secteur privé, je parle du secteur financier privé, dans le développement des produits de décarbonation. Si je peux dire d'une autre façon simple, moi je dis toujours que la banque ne doit pas juste financer des projets. Elle doit être impliquée au-delà du financement du projet. Elle peut assister aussi ou s'impliquer dans la décision du projet. Et ça, c'est assez important. Il faut guider le client pour des solutions plus durables, pour avoir une meilleure rentabilité de ces projets. Lui apporter aussi le soutien nécessaire pour comprendre. Aujourd'hui, on a pas mal d'outils qui permettent de comprendre un peu l'impact de carbone d'un projet ou d'un investissement. Donc, les banques doivent investir dans le clean ou dans le propre, comme on dit. Et les institutions financières internationales, c'est ce qu'ils vont supporter et c'est ce qu'ils peuvent aider. Ils ont accès, comme ça a été dit tout à l'heure, à des mécanismes de garantie pour dérisquer, mais il y a aussi une capacité à supporter les banques locales à s'intégrer et travailler plus pour créer la demande. Et c'est ça le point le plus important, ou plutôt le rôle, si je peux dire, des banques locales. Il faut créer cette demande-là. On peut apporter des financements, mais s'il n'y a pas une demande réelle, ça certainement, ça ne va pas un impact désiré. Certainement, les banques locales aussi, ils ont besoin de support. Ça a été indiqué, oui, il y a l'assistance technique qu'on peut apporter. Il y a un accompagnement aussi, mais un accompagnement au point de vue financier, mais aussi un accompagnement au point de vue développement des pipelines. Donc, il y a certainement une synergie, une complémentarité entre les banques de développement et les institutions financières locales. Il y a pas mal d'outils, il y a pas mal d'options, les financements concessionnels, l'assistance technique, comme j'ai dit tout à l'heure, l'accompagnement, tout est là. Cependant, moi je dis peut-être c'est le manque de réactivité des institutions financières locales que peut-être aussi, c'est nécessaire aussi d'avoir un bon soutien pour qu'ils voient l'opportunité dans la décarbonation. Voilà. Merci, Monsieur Jachebjou. Donc, vous avez parlé de l'interaction entre les banques internationales et les banques locales. Si je me permets, avec l'autorisation de notre président de la session, de lui poser la question par rapport aux banques locales. Donc, comment les banques peuvent-elles inciter et accompagner activement leurs clients dans le financement des projets propres
et quels mécanismes et structures dédiés des banques qui mettent en place pour gérer spécifiquement les projets verts en répondant aux besoins particuliers de ces investissements. Merci. Effectivement, les banques locales ont déclenché les projets d'efficacité énergétique depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années, avec évidemment l'assistance des bailleurs de fonds internationaux. Je cite les lignes de la Banque mondiale où on a mis en place beaucoup de projets de trigénération et de cogénération. Et ça a été un franc succès au niveau de la mise en place. Et au niveau des banques, il y avait la création donc, de départements spécifiques de finances vertes où il y a des experts financiers et des experts aussi techniques qui font l'identification et qui créent le besoin, effectivement. Donc, on est dans nos institutions, on n'a plus un rôle, effectivement, de financement classique, business as usual. On a un rôle beaucoup plus de conseil. Et on peut citer plusieurs success stories où on a créé le besoin, on a mesuré effectivement l'impact de la décarbonation sur la facture énergétique mais sur le développement durable. Effectivement, il y a un retour sur investissement parfois qui est un peu lent. La maturité et l'adossement des ressources ordinaires au niveau des banques n'est pas convenable. Parfois, on a besoin, surtout sur les champs de production de l'électricité, de l'énergie renouvelable, il y a des maturités de plus de 10 ans. Et là aussi, on a besoin de bailleurs de fonds internationaux. Nous avons aussi conçu des produits adaptés. Nous avons aussi intégré des questionnaires de gestion environnementale et sociale avec des plans d'action pour pousser les entreprises à la phase de décarbonation, comme elle a dit tout à l'heure Jean-Luc, à la maîtrise tout d'abord de l'énergie, mais par la suite à la mise en place de mécanismes ou de process de maîtrise de l'énergie et de décarbonation. Donc ce rôle-là a été joué avec les moyens de bord. On essaye d'évoluer, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure lors du mot d'ouverture. Les banques tunisiennes, il n'y a plus de banques de développement ou banques, ce sont des banques universelles qui ont des départements Green Finance qui travaillent. Nous avons au sein du CBF l'Académie des banques où on forme nos cadres bancaires, que ce soit sur le plan technique, que ce soit sur le plan financier, en tant que consultant technique ou en tant que consultant financier, pour monter des produits. Et d'ailleurs, nous avons des produits adaptés pour la finance verte. Et je pense qu'on doit discuter davantage avec les bailleurs de fonds pour voir le gap que les banques locales ou les institutions financières ont et pour se compléter. Effectivement, je pense que là, il y a deux gaps. Le de-risking, le mécanisme de garantie, ça c'est un point sur lequel on doit répondre et sur lequel on doit trouver des solutions. Le deuxième point, c'est la couverture contre le risque de change. C'est un point essentiel. Je pense qu'une ligne ne peut pas suffire pour les investissements planifiés pour les 3 à 5 prochaines années au niveau de l'énergie renouvelable, au niveau de la décarbonation, au niveau du traitement des déchets, etc. Donc je pense que c'est un sujet aussi important. On va parler par la suite au niveau incitation fiscale ou incitation, comment aider cet arsenal législatif ou réglementaire pour encourager les entreprises à adhérer. Mais je vous rassure que les banques font des efforts colossaux pour
passer d'un client à un autre et essayer de mesurer l'empreinte carbone, de mesurer la facture énergétique et de convaincre le client pour passer à un autre palier, que ce soit de décarbonation, que ce soit d'efficacité énergétique. Et c'est pour cela qu'il y a maintenant beaucoup de projets qui ont été lancés ces 2 dernières années après avoir stabilisé le cadre réglementaire. Et je pense qu'il y a toujours des points qui vont être développés par le gouvernement pour faciliter la tâche, entre autres la création d'une agence foncière pour les énergies renouvelables, pour la partie foncière, mais il y a aussi d'autres points qu'on doit essayer de répondre. Mais je reviens au rôle des banques et la mise à niveau des banques pour accompagner les clients et les pousser à déclencher des projets de décarbonation et d'efficacité énergétique. Et maintenant, nous travaillons aussi avec des industries énergivores sur des champs mutualisés de photovoltaïque. Et ça va être aussi une deuxième transition qui va être très importante pour la maîtrise de l'empreinte carbone. Et évidemment, on est en train de voir les entreprises qui exportent à l'Union européenne pour les accompagner, pour mettre en place des mécanismes qui vont réduire la taxe carbone ou l'empreinte carbone. Donc ça, c'est quelques éléments que les banques et les institutions financières sont en train de faire. Il y a encore du travail, il y a un chemin à faire, en partenariat avec les bailleurs de fonds internationaux, avec bien évidemment l'appui de l'ANME, de tous les départements du gouvernement. Je pense que la dynamique, elle est là. Il faut maintenant passer à l'action et concrétiser ces actions. Merci. Merci, Monsieur le Président. Donc, tout à fait d'accord. Donc, juste en résumé, durant les 15 dernières années, on a pu mobiliser un peu plus de 200 millions d'euros pour investir dans l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables et les projets environnementaux, bien sûr avec le soutien de la CBF et les banques nationales, mais à l'époque, il y avait des conditions très favorables. Le risque d'échange, il était de 1%, donc on parlait des taux de sortie client final de 3-4%, des durées de remboursement peuvent aller jusqu'à 15 ans avec 5 ans de grâce. Maintenant, la contrainte du risque de change, il faut y penser avec les bailleurs de fonds, donc il faut toujours voir la possibilité de bonifier les lignes de financement afin d'avoir un produit bancable et qui sera favorable pour nos institutions. Autre chose, vous avez parlé un peu des aides financières ou bien de l'assistance technique qu'offre la Tunisie dans le domaine de la décarbonation. Donc, dernièrement, le Fonds de transition énergétique a donné l'accord pour accompagner les entreprises dans la décarbonation à travers l'empreinte carbone, le bilan carbone, et il offre une subvention de 70% de tout ce qui est investissement immatériel et 20% de tout ce qui est investissement matériel. De plus, prochainement, nous allons avoir un fonds qui va appuyer les banques à travers un crédit avec un taux de sortie de 5% en complément de ce qu'offre la banque. Donc c'est un nouveau produit qui sera normalement mis en place d'ici l'année prochaine pour les entreprises tunisiennes. Yartik Saha, Monsieur le Président. Donc je passe maintenant directement à Madame Neige El-Gharbi, directrice générale de la Caisse des prêts et de consignation. Madame Neige El-Gharbi est titulaire d'une maîtrise en gestion depuis 1987 et diplômée d'un cycle supérieur de l'ENA en 1991. Elle a une expérience de plus de 30 ans dans plusieurs domaines, comme le contrôle général de services publics au Premier ministère, responsable administratif financier au projet valorisation de patrimoine culturel, contrôle d'État au secteur phosphate et engrais, secrétaire général de Tunisair et chargé de mission au cabinet de chef de gouvernement, directeur général de l'unité
encadrement des investissements. Donc, une première question, Madame Nejel Ralbi. Donc, le rôle que joue la Caisse de dépôt et de consignation dans la décarbonation de l'économie tunisienne. Merci beaucoup, c'est Mohamed Ali. Tout d'abord, je félicite les organisateurs et surtout la NME et Sifat Filhanchi pour l'importance de cet événement et surtout le timing, parce que réellement, on a besoin d'une prise de conscience généralisée sur le problème de la décarbonation. Et bien sûr, la mutualisation aussi des efforts pour qu'on puisse arriver à financer nos entreprises, mais aussi à atteindre les objectifs souhaités. Tout d'abord, je vais présenter brièvement la Caisse des dépôts et consignations. En fait, c'est une institution publique qui est, on va dire, jeune, puisqu'en fait, cette année, notre 13e année, on a été créé en 2011. Notre rôle, c'est d'appuyer les politiques publiques, et ce, en réalisant des investissements d'une part, mais aussi en appuyant les politiques de l'État. Donc la Caisse investit directement en participant à des projets de taille importante et indirectement pour appuyer les PME. Donc notre financement vers les PME se fait à travers les fonds d'investissement ou tous les mécanismes de financement que nous créons pour atteindre donc le besoin de financement des PME. La Caisse aussi, donc, pour réussir, donc, elle a un modèle unique qui permet d'une part de transformer ces ressources en investissements, mais aussi de lever des financements et les orienter vers l'économie. Donc, et pour se préparer, bien sûr, donc, elle a inscrit l'appui à la transition énergétique et écologique du pays dans ses axes stratégiques et nous travaillons de manière continue pour lever ce défi. Donc la CDC, donc nous aspirons donc à contribuer à l'effort national de réduction de l'intention surtout donc de décarbonation et surtout d'appuyer donc le tissu économique dans ce sens. Pour concrétiser donc cet effort, donc nous avons déjà préparé notre système de gestion environnementale et sociale qui repose sur, bien sûr, un objectif qui permet de mesurer pour chaque projet que nous finançons aussi bien le rendement financier, mais aussi l'impact écologique et environnemental qu'on peut atteindre. Et bien sûr, mesurer par la suite cet impact et faire le reporting nécessaire. Aussi, donc, la Caisse des dépôts et consignations, elle a travaillé beaucoup sur la finance durable. Donc, nous avons pour cela donc, été appuyés par la Banque mondiale pour préparer la première sortie en Green Bonds. Donc, nous avons déjà préparé tout l'arsenal, donc on va dire, de procédures et le framework nécessaire. Et actuellement, nous sommes en phase de sourcing des projets pour faire cette première sortie. Aussi, nous sommes donc en cours d'accréditation au Fonds vert du climat pour pouvoir lever les financements nécessaires pour les orienter, bien sûr, vers les projets de décarbonation et tous les projets d'efficacité énergétique. Et pour, bien sûr, répondre à un besoin de financement, on a besoin aussi bien donc, de financement important, mais aussi adapté à la nature de ces projets. Et là, réellement, la CDC a essayé d'innover en matière d'offres financières et bien sûr, actuellement, nous travaillons sur les instruments qu'on peut offrir dans ce marché donc, qui va être créé pour l'échange donc, des certificats carbone. Et là, on a commencé à travailler sur ce qu'on peut faire pour dynamiser ce marché
Bien sûr, après les signatures récentes des accords donc, entre le gouvernement tunisien, la Suisse et le Japon. Donc, et là, réellement, on va être actif sur ce marché pour essayer surtout de se concentrer sur l'identification de ce pipe donc de certificat carbone qu'on peut avoir à travers les projets que nous finançons ou que nous cofinançons avec d'autres partenaires. Et bien sûr, par la suite, travailler sur cet échange qui peut se faire avec les structures internationales en termes d'échange de certificats carbone. Très bien. Donc, parlons un peu maintenant de challenges. Quels sont les challenges que les institutions financières, notamment la CDC, qu'elles puissent jouer pour la décarbonation et quelles sont les pistes d'amélioration que vous proposez? D'accord. Donc, j'ai essayé d'identifier un peu les challenges que nous devons relever ensemble, bien sûr. Tout d'abord, en matière d'engagement. Il faut que tout le secteur financier soit engagé en matière de décarbonation. Et là, Sinéj déjà a présenté un peu l'effort qui est en train d'être fait au niveau des banques, mais cet effort doit être réellement accéléré pour qu'on puisse arriver à atteindre l'objectif final. Le deuxième challenge, c'est renforcer les compétences des équipes. Et là aussi, donc, le secteur bancaire est en train de travailler sur ça. Nous aussi, en tant qu'institution financière, nous travaillons sur le renforcement de capacité. Déjà, nous avons organisé avec London Institute of Banking and Finance une session dédiée à nos cadres sur la finance durable et qui a permis de certifier toute l'équipe, donc investissement et financier dans ce sens. L'objectif, c'est quoi? C'est de créer cette sensibilité tout d'abord dans l'identification des indicateurs d'impact que nous ciblons, mais aussi de faire le travail qui on va dire, devait être fait par la PME, mais qui peut être fait par notre institution pour diminuer un peu le coût de ce financement, du financement vert. Ceci se fait par les reportings extra-financiers qu'on peut présenter, que nous pouvons aussi véhiculer pour pouvoir atteindre l'objectif de vérification que réellement ces financements durables ont été déployés de la bonne manière et bien sûr ont permis d'atteindre les objectifs. Le troisième challenge, c'est le pipe de projet. Et là, nous travaillons en partenariat avec toutes les structures impliquées pour essayer d'identifier ces projets, mais aussi peut-être d'initier certains projets dans certains secteurs. Sinéj a parlé des secteurs énergivores, mais il y a aussi des secteurs là où la consommation d'énergie n'est pas importante, mais un effort aussi d'efficacité énergétique peut être déployé et ça permet bien sûr d'atteindre l'objectif de cette décarbonation qui permet bien sûr par la suite de réduire les coûts, mais aussi d'affronter cette barrière à l'entrée européenne ou autre dans les marchés qui mettent des restrictions pour les PME exportatrices. Donc le quatrième challenge, c'est les nouveaux mécanismes de financement qui doivent être attrayants. Donc là, réellement, on est conscient qu'un financement durable doit être aussi accompagné par des mécanismes de garantie. Et les mécanismes de garantie pour dérisquer ces financements sont disponibles et on peut les lever auprès des bailleurs de fonds qui les offrent, bien sûr, et ça permet de réduire le coût de financement de ces projets. Merci. Je pense que vous avez tout dit. J'avais des points à ajouter, mais je pense que vous avez donné tous les challenges possibles pour le secteur.
Je vous félicite et je félicite la Caisse des prêts et de consignation pour l'effort qu'elle est en train de faire pour l'accompagnement des entreprises dans la décarbonation. Donc, rapidement, je vais terminer avec notre dernière panéliste qui va nous faire une présentation sur un point très important. Donc, actuellement, on parle de la taxe carbone, de la fiscalité pour un développement durable. Donc, Madame Moufida, elle va nous répondre à la question sur les mesures fiscales pour lever les défis de la transition énergétique et climatique en Tunisie. Voilà. Micro. أنا الحقيقة البريزونتاسيون تاعي بالفرنسي مي باش تقدم بالعربي دونك الحقيقة وزارة المالية هي وزارة سباقة في إرسال جبال الخضراء مش جديد علينا من 2003 أحدثنا المعلوم للمحافظة على البيئة دونك سيتي لا تاكس بور لا بروتيكسيون دو لونفيرونمون كانت بنسبة 2.5% رفعنا فيها ب 5% في 2004 ورفعنا ب 7% في قانون المالية 2022. يقول قايل علاش الجباية الخضراء هذه؟ هي باش نحققوا وننفذوا المبدأ اللي هو عالمي اللي هو مبدأ العهدة على الملوث بولير باير. أول حاجة. ثاني حاجة التحكم في الطاقة والانتقال الطاقي زاد ماهوش جديد على وزارة المالية، كنا سباقين في قانون المالية 2006 لإحداث صندوق الوطني للتحكم في الطاقة واللي بدلناه في 2014 صندوق الوطني للانتقال الطاقي فون ناسيونال دو ترانزيسيون انرجيتيك. دونك وهالصناديق الكلهم هما استثناء المبدأ عدم التخصيص وكلهم فيهم موارد جبائية ما وظفناهاش لميزانية الدولة، وظفناها لغايات محددة باش تمول مقاومة التلوث على طريق الجباية الخضراء ولا باش تمول صندوق الانتقال الطاقي على طريق توظيف موارد جبائية على المنتجات المستهلكة للطاقة، على السيارات، على الكليماتيزور، على لي لامب اللي ماهمش مقتصدين في الطاقة. دونك هذوما كل الموارد تمشي لصندوق الانتقال الطاقي. دونك والحقيقة الحديث عن التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر والأزرق والترانزيسيون انرجيتيك كلهم تم تجسيمه في قانون المالية 22 بدينا به. دونك نمشي عليكم. دونك الإجراءات جات في إطار معناتها مساندة مجهود الدولة في مقاومة التلوث وفي إرساء التحول الطاقي والتحول الإيكولوجي. دونك عندنا عدة إجراءات تم اتخاذها. الإجراء الأول هو دونك الترفيع في المعلوم للمحافظة على البيئة كما قلت لكم من 5 إلى 7%، والمعلوم هذايا تاكس دو لا بروتيكسيون دو لونفيرونمون يمول صندوق مقاومة التلوث بنسبة 70%، ويمول صندوق سلامة البيئة وجمالية المحيط بنسبة 30%. دونك المعلوم هذايا ينفذ سياسة الدولة في مقاومة التلوث وفي تحسين المحيط وجمالية البيئة. كيف على شكون يتوظف المعلوم هذايا؟ كما قلت لكم هو إرسال مبدأ بولير بايور العهدة على الملوث، وبالتالي باش نلقاو نوظفوا فيه على كل مصنعي وموردي المواد الملوثة على غرار المنتجات البلاستيكية، زيوت التشحيم، الأسمدة المضرة بالمحيط. كيف عندنا إجراء مماثل تم خلاله الترفيع في المعلوم اللي يمشي لصندوق الانتقال الطاقي اللي هو المعلوم على الأنابيب غير المقتصدة للطاقة. هذا تعمل من 2007 كان 10%، رفعنا فيه ل 20% ثم 30% ثم 40%، وفي قانون المالية 22 رفعنا فيه 60%. الهدف من المعلوم هذا هو التشجيع على استعمال الأنابيب المقتصدة للطاقة، وبالتالي توظيف معلوم مشط نسبيا على أنابيب غير المقتصدة للطاقة. دونك اللي يحب ينتج ولا يورد أنابيب غير مقتصدة ما عليه كان يخلص هالتاكس اللي هي 60%،
والتوجه نعرفه هو منع صناعة وتوريد هالمنتجات غير المكتظة للطاقة. كيف المعلوم هذايا يمشي صندوق الانتقال الطاقي اللي هو يمول جميع التدخلات اللي تعطي منح للطاقات المتجددة، تعطي المنح للبرامج تحكم في الطاقة. دونك فلوس لي لامب هذوما الكل ماشيين لصندوق الانتقال الطاقي، تاخذهمش ميزانية الدولة. كيف في قانون المالية 23 أرسينا معلوم على منتجات الفريب، الملابس المستعملة اللي هي غير مصنعة. نعرفوا اللي احنا عدة معامل نتاع فريب تخدم في تونس تحت نظام التحويل الفعال، وهي مؤسسات مصدرة كليا ولا جزئيا. المشكل فك المنتجات الفواضل نتاع الملابس المستعملة اللي هي تلوث في المحيط. قعدنا وظفنا معلوم لفايت صندوق مقاومة التلوث بمبلغ دينار على كل كيلو غرام من الملابس غير المستعملة، غير المستعملة في إطار النشاط نتاع التحويل. وبالطبيعة وجينا عفينا من المعلوم هذا الملابس المستعملة اللي يتم استعمالها في إطار المشاريع الصناعية كطاقة بديلة. وهذا طلب من عضو مجلس النواب سي محمد، الحقيقة زدناه في قانون المالية 24. دونك الإجراءات الأخرى هي بالطبيعة كما قلت لكم احنا كما قال بكري سي محمد وقالوا لخيان البارح، تونس معليها كانت تواكب التوجه العالمي في إرسال معلوم على الكربون، معناش خيار. ضريبة الكربون هي ضريبة دولية، كان ما نطبقوهاش